Pour arriver, il faut une discipline inouïe. Il faut une discipline et une volonté que vous imaginez mal. Il faut une volonté de résistance à tout ce qu'on a envie de faire quand on est jeune. Et ça, c'est pas facile. Alors, Michel Rocard, vous êtes arrivé à un niveau de notoriété très important. On peut dire le summum sans vouloir passer de pommade. C'est quand même. Ah, je sais pas, moi, c'est pas moi qui peux dire ça. Moi, j'ai jamais voulu arriver à ce niveau-là, moi. Moi, j'ai fait ça comme ça, par hasard, ce métier, puis ça n'a pas trop mal marché. Puis c'est un métier qui me plaît bien, mais je me vois pas avec les yeux des autres, avec le regard du public. J'essaie de faire mon métier le mieux possible. Quel genre de projet on peut avoir lorsqu'on est arrivé à votre niveau? Bon, vous savez, quel que soit le niveau dans ce métier, la remise en question elle est permanente parce que le public est changeant, parce que les émissions s'usent, alors il faut toujours réfléchir à la suite. Donc là, je suis en train de réfléchir à l'après-Champs-Élysées, à des nouvelles émissions de radio et aux nouvelles techniques qui vont arriver, le satellite, le câble, Canal+. Il va se passer beaucoup de choses. Vous d'ailleurs, le fait que les FM sont là, avec la publicité qui va arriver. Il va y avoir beaucoup de choses, alors il faut s'y préparer, quoi. Vous avez démarré votre carrière en tant qu'animateur sportif, je dirais. Oui, j'étais journaliste sportif pendant 8-10 ans, et je vais peut-être le redevenir un petit peu là. C'était une vocation plutôt ou une obligation? Non, pas du tout, c'est le hasard complet. Mais j'adorais le sport, et quand je suis arrivé à la télé, on m'a mis au service des sports parce que c'est là où vous avez besoin d'un stagiaire. Mais sans ça, moi, comme je l'ai dit au public ce soir, rien ne me destinait à faire ce métier, mais je voulais être médecin. Comme votre père, je crois. Ouais, et puis c'est arrivé pas. Comme j'étais nul ici, en classe, j'ai fait je sais pas combien de lycées, j'étais viré de partout. Il a bien fallu que je me débrouille et après mon service militaire, le hasard a voulu que je rentre un jour dans un bureau de la télévision. Mais j'avais jamais voulu faire ça. Puis là, j'étais étonné de voir que ça marchait pas trop mal. Alors après j'ai voulu devenir un professionnel, donc j'ai beaucoup travaillé. Parce qu'entre avoir des dispositions et devenir un professionnel, il faut 20 ans. Et je savais pas qu'un jour je ferais ça. Je serais sur le podium d'Europe 1 devant 10-15 000 personnes tous les soirs pendant un mois et demi. Mais ça fait partie du métier, des aventures du métier qu'il faut faire une fois dans sa vie. Vous savez, c'est nos carrières et les carrières en général, sauf celles qui ont été délibérément décidées par le biais d'études bien précises, c'est les circonstances, c'est le fait du hasard. C'est pas dont vous pensez plus souvent une volonté dès le départ? Moi, j'ai commencé à vouloir travailler à 19 ans, ça tombait bien, je suis arrivé à la télévision à l'époque. Mais je voulais pas tellement. Moi, je voulais rien foutre. Alors, je n'ai rien fait depuis de 10 ans jusqu'à 19 ans. Rien. Tellement rien que c'était dramatique sur le plan scolaire. Je suis parti à l'armée très tôt. Et là, quand j'ai commencé à vouloir travailler, c'est quand je suis rentré sur un plateau de télévision. Je dis, alors ça me plaît bien, alors je vais m'y mettre. Et là, j'ai essayé de rattraper le temps perdu. C'est ce que je fais depuis 20 ans. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé de changer du créneau sport au créneau variété? Le hasard. Une dame m'a appelé un jour qui était Michel Arnaud qui m'a dit, j'ai besoin d'un jeune pour faire une nouvelle émission qui s'appelait Tilt Magazine, mais vous étiez sans doute pas né à l'époque, ou Petit Garçon, parce que c'était il y a 19 ans. Et c'est là que j'ai rencontré tous les chanteurs, et que j'ai continué, ça m'a plu, j'ai continué à apprendre ce métier tout en restant journaliste sportif. Ensuite on m'a demandé de faire de la radio, la RTL, ensuite Europe 1, j'ai quitté TF1 pour Antenne 2, et puis voilà, tout s'est enchaîné, mais j'ai jamais rien demandé à personne, j'ai jamais rien voulu, c'était un hasard total. Pourquoi Star a une vie si courte? Parce que j'ai changé de chaîne, voilà. Parce que Star était sur TF1, si j'étais resté sur TF1, il y aurait Star toujours. Mais comme je suis parti sur Antenne 2, ils voulaient pas d'une émission mensuelle, ils voulaient des émissions hebdomadaires. Et c'est pour ça que j'ai créé Champs-Élysées. Champs-Élysées, lorsque certaines critiques l'ont baptisé la messe hebdomadaire, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous l'interprétez? Je sais pas, moi. Je lis pas bien les critiques qui nous concernent parce que moi, ça fait déjà longtemps que je suis dans ce métier et ça n'a pas tellement d'intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens qui viennent nous voir et ceux qui regardent les émissions. Apparemment, l'émission semble plaire à pas mal de gens. Mais ce qu'on écrit sur nous, vous savez, pour ne rien vous cacher, il y a belle lurette qu'on ne lit plus, nous, parce que c'est pas important. Quand je dis que c'est pas important, c'est pas ce que lisent les gens. Et à la limite, on n'a jamais vu un critique changer l'opinion des gens face à une émission de télévision. Donc si ça plaît aux gens, ils sont assez grands pour se faire leur propre opinion. Si ça leur plaît pas, ils sont assez grands pour nous le dire, et souvent violemment. Tout le reste, c'est un peu de la littérature. Moi, je travaille pour le public. Ceux qui écrivent sur moi, que ça leur plaise, ça leur plaise pas, je préfère que ça leur plaise, ça me fait plaisir. Mais quand ça leur plaît pas, ce que je préfère, c'est qu'ils m'expliquent pourquoi, comme ça me fait progresser. C'est ça qui m'intéresse, des critiques constructives. Le bon impact de Champs-Élysées, vous pensez que c'est dû à quoi? Je sais pas. Je crois que c'est dû au fait que TF1 a fait un très beau cadeau à Antenne 2 quand on a créé Champs-Élysées en nous mettant un droit de réponse qui n'était pas adapté au samedi soir, et que lorsque l'émission Champs-Élysées a été au point que droit de réponse est arrêté, on nous a mis Dallas, mais on avait déjà pris de l'avance. C'est-à-dire que Champs-Élysées a correspondu à un goût du public à un moment donné où il était un petit peu lassé de la série américaine. Mais ça, bon, il faudrait demander à ceux qui nous connaissent bien ou à ceux qui aiment l'émission.
Moi je sais pas pourquoi l'émission a du succès, c'est un mélange de plein de choses. C'est sans doute parce que j'ai les meilleurs réalisateurs de la télé actuellement, ceux qui mettent en image l'émission. C'est sans doute aussi parce que j'ai la meilleure équipe qui travaille avec moi, celle qui prépare le mieux les émissions. Et vous qui faites de la radio, vous verrez ce que c'est que d'avoir une bonne équipe un jour. J'espère que vous en aurez une grosse équipe. Et puis le fait aussi que l'animateur ou le producteur a déjà 20 ans de métier, sans doute. Ouais, vous mélangez tout ça, mais je ne sais pas exactement pourquoi c'est du succès. Votre émission peut-être n'est pas uniquement variété, c'est-à-dire Moi je crois que c'est parce qu'on y pratique le mélange des genres. Si c'était que de la chanson, ça marcherait peut-être pas autant auprès du grand public. Parce qu'à 8h30 du soir, le samedi soir, vous avez des jeunes, des moins jeunes, vous avez des gens de votre âge, vous avez vos parents, vos grands-parents. Alors c'est difficile. Et votre évolution, vous la voyez comment? Qu'est-ce que vous préparez là comme émission? Là, je fais encore Champs-Élysées pendant 1 an, et puis l'année prochaine, je vais arrêter Champs-Élysées sans doute. Je vais m'arrêter de faire de la télé pendant 1 an sans doute. Je vais faire que de la radio. Et là, je prépare une émission pour 87, vous voyez que je prends d'avance. Pour 86, qui sera une émission quotidienne. À 10h30 le soir, qui sera ce que les Américains appellent un talk show, c'est-à-dire un vrai rendez-vous de l'actualité artistique, tout azimut, tous les soirs pendant 1 heure. Vous pensez pas que ça risque de lasser les gens? À 10h30 non. Justement, c'est à 8h30, oui, à 10h30 non. À 10h30 c'est en fin de soirée parce que j'ai toujours fait des émissions à 8h30 le dimanche soir et j'ai envie de faire des émissions un peu plus tard pour toucher des gens qui dorment un peu plus tard. Et je vais sans doute reprendre les matchs de football, mais ça ne faut pas le répéter car c'est pas décidé. Mais je vais sans doute préparer la prochaine Coupe du Monde qui a lieu dans 2 ans au Mexique parce que j'en ai fait beaucoup déjà. Et je vais probablement reprendre les matchs de foot, on me l'a demandé à Antenne 2. J'ai pas encore pris ma décision, ça dépend d'un coéquipier. Car j'aimerais commenter les matchs avec quelqu'un, une personnalité importante, et elle va me donner la réponse en septembre. C'est quelqu'un qui est très compétent dans le domaine du sport et qui est très intéressé par l'association journaliste-commentateur. Il y a une émission il y a quelques semaines que vous avez fait sur Antenne 2, une émission complètement différente, vous présentiez... Abel Gans. Oui, ça c'est le metteur en scène d'Élie Kaplan. Voilà. Est-ce que cette émission a vraiment marché et est-ce que vous vous sentez bien dans ce genre d'émission? Moi j'ai voulu faire cette expérience-là parce qu'il faut tout essayer. Il faut tout essayer dans le métier. Alors tu laisses toi Gérard. Et on te revoit quand on l'a dit? Ouais. Tu rentres de Cannes lundi? Ouais. Salut, sois prudent. Va pas où t'as papier. Hein. Et puis voilà. Mais il faut tout essayer, quitte à ce que c'est la gueule. Quand on fait ce métier et qu'on a la chance de connaître beaucoup de gens et qu'ils fassent appel à vous, ce qui est bien c'est de tout essayer, y compris les choses qui vous vont pas. Parce que si continuer à gérer des émissions qui marchent, c'est un travail de fonctionnaire. C'est-à-dire que quand ça marche, il faut arrêter pour faire autre chose, c'est plus amusant. Même si on se trompe, mais c'est comme ça qu'on apprend le métier. Jusqu'à maintenant, je me suis pas trop trompé, mais je me tromperai sans doute un jour, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez que même à votre niveau, on est toujours sur un fil? Ah, plus. C'est beaucoup plus difficile maintenant qu'avant. Ah oui. Oui, parce que bon, moi ça fait 20 ans que je fais ce métier, je suis pas encore, je l'espère, considéré comme un vieillard. Et pourtant, il y a longtemps que je fais ce métier, 10 ans de radio, 20 ans à la télé, vous étiez des petits bébés, vous n'étiez pas encore nés, je faisais déjà ce métier. Et comme je suis encore considéré comme quelqu'un qui est un peu encore parmi les jeunes, en tout cas qui plaît à une clientèle pas trop âgée, assez jeune, je me dis que la route va être encore longue. Parce que moi, quand je pense que tous ceux qui ont 63 ou 65 ans maintenant, ou entre 50 et 60 ans, ça va de Bouvard à Zitrone ou à Guilux, qui sont à 2 ans de la retraite, ils ont 22 ans de métier. Et moi je les ai déjà et j'ai que 40 ans. Parce qu'ils ont commencé à 40-42 ans et moi j'ai commencé à 19 ans. Donc mon problème à moi c'est la durée. C'est une chance d'avoir commencé si tôt. C'est une chance et un inconvénient en même temps parce que c'est long. Il faut encore tenir. Moi, il y a des jours où j'ai envie de m'arrêter un petit peu, seulement on n'arrête pas des choses qui marchent brutalement comme ça. Et puis il y a des impératifs, il y a des gens qui travaillent avec vous. Bah, si je m'arrête, il y a des gens qui sont au chômage. Il y a beaucoup de gens qui travaillent pour moi. Alors, je peux pas comme ça arrêter brutalement. Mais de temps en temps, j'aurais envie de souffler. Si j'avais eu le temps, je me serais bien exilé en province pendant 6-8 mois avec des gens comme vous pour travailler sur une radio locale qui débute. J'aurais aimé faire ça. Mais il fallait que je quitte Paris pendant 1 an et mon patron à la télé m'aurait pas laissé partir car j'avais un contrat. Moi je voulais m'arrêter 1 an et aller en province, démarrer plein de radios locales pour m'amuser. Qu'est-ce que vous en pensez des radios locales, de l'apparition des radios locales, et de l'apparition de la publicité? Ça dépend comment elle va être utilisée la publicité. Mais si la publicité est mal utilisée, les radios locales vont devenir des postes périphériques bis. Si les radios locales deviennent des RMC bis, des RTL bis, des Europe bis, c'est un peu gênant. Mais les radios locales, j'en ai vu beaucoup, j'en ai vu 600 ou 700 en 1 an. Quand j'ai arrêté de faire de la radio pendant 1 an, entre RTL et Europe 1, j'en ai vu des très bonnes, j'en ai vu des très mauvaises. J'ai vu de très mauvais animateurs qui avaient des circonstances atténuantes car ils étaient bénévoles, ils travaillaient, ils n'avaient pas le temps d'apprendre le métier. Et j'en ai vu quelques-uns de très bons. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas d'école pour apprendre ce métier, donc votre école c'est ça. Je veux dire, nos successeurs c'est vous. C'est ce qu'il faut vous souhaiter. Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est dur dans ce métier? Pour arriver d'abord, quels sont les facteurs qui peuvent être... Pour arriver, il faut une discipline inouïe.
il faut une discipline et une volonté que vous imaginez mal. Il faut une volonté de résistance à tout ce qu'on a envie de faire quand on est jeune. Et ça, c'est pas facile. Moi, entre 20 et 35 ans, pendant 15 ans, j'ai pas pris un jour de vacances. J'ai pas bu une goutte d'alcool. J'ai jamais fumé. Et j'ai jamais fait le moindre écart. Mais j'avais vraiment une volonté de faire. Parce que dans nos métiers, tous les écarts vous sont proposés à toutes les minutes. Toutes les tentations sont là quotidiennement. La réussite, être connu, bien gagner sa vie, avoir toutes les facilités de séduction possibles à tous les niveaux, toutes les facilités pour aller en vacances, pour aller en voyage, d'invitation, de sollicitation. Si on tombe dans cet engrenage, on est mort. C'est pour ça que vous voyez les carrières qui font comme ça. C'est pareil pour les chanteurs. Et pour ça, il faut avoir été élevé dans des familles très costauds, ce qui a été mon cas. On va avoir une passion telle pour le métier que ça passe par-dessus les autres passions. Et moi, je ne vis que pour ça. Je ne vis que pour ça. Moi, si je trouvais une pilule pour ne jamais dormir, je ne dormirais jamais pour faire ce métier. Et là, si j'avais pas à rentrer un petit peu pour me reposer, je reste là, je démonte le matin avec le technicien et je fais la route avec eux le lendemain matin. C'est une vraie passion ce métier. Il faut le faire comme ça ou pas le faire du tout. C'est une vraie. Quand on embrasse cette carrière-là, c'est une vraie histoire d'amour. Et il y a des histoires d'amour qui durent toute la vie. Hein. Est-ce que vous avez encore le trac? Ouais, tout le temps, vous rigolez. Est-ce que c'est pas possible au bout de 20 ans d'avoir encore le trac? Au contraire, j'avais pas le trac avant, maintenant je l'ai. Le Luron, là, Sardou, là, l'idée, là, Pivot, là, Ockrent, là, tout le monde a le trac. Ceux qui ne l'ont pas sont pas faits pour ce métier. Brel a arrêté à cause du trac. Il vomissait tous les soirs. Tous les soirs. Demandez à Yann si on a pas le temps. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'entrer sur une scène devant 18 000 personnes? Oui, mais les personnes qui viennent là, elles vous apprécient plus. Il faut y aller quand même, c'est un peu ligne gratuite qui ne paye pas, qui est le plus difficile. Il peut aussi vous dire, bon, au bout de 5 minutes, qu'est-ce qu'il fout là? Il n'est pas comme on l'imaginait, il n'est pas sympa. Tout est possible. Si vous demandez à Yann qui fait le podium depuis 2 ans comme présentateur, tout est possible. Et je vous assure qu'il n'y a pas un chanteur qui en coulisses n'est pas comme ça. Pas un. Rien de ce qu'on dit sur Drucker et moi n'est vrai. Rien. Qu'est-ce que vous pensez de tous les artistes que vous côtoyez? Est-ce qu'il y en a que vous n'appréciez pas spécialement? Non, je partage leur même angoisse, hein, puisque je suis très proche d'eux maintenant, je les connais depuis trop longtemps. Il y en a que j'apprécie pas, mais c'est pas parce que je les apprécie pas moi qu'il faut que j'en prive ceux qui les aiment. Ouais. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai très peu d'amis dans ce métier. Très peu. C'est impossible, vous pensez? Très peu, non. Pas beaucoup d'amis, parce que l'amitié ça s'entretient, il faut du temps. Et j'ai pas tellement le temps. À conclusion, la tournée du podium d'Empire, ça passe comment? Bien. Professionnellement, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai jamais fait ça. Hein. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Se retrouver tout seul pendant 20 minutes, sans chanter, sans présenter, sans avoir une caméra, sans un micro et sans des gens, c'est autre chose. Donc tous les jours ça change, mais j'ai un canevas. Il y a des jours où je reste une demi-heure tout seul en scène et je raconte des souvenirs un peu amusants de la télévision. Et puis il y a des jours, comme ce soir, il y a 2 personnes qui font le spectacle avec moi. Et puis il y a des jours où c'est plus court, d'autres jours c'est plus long. Ça dépend. Comme le spectacle a changé tous les 15 jours, là ça a changé avec Thierry. Donc Thierry m'a demandé de faire le truc de Sabriche avec lui, qu'on avait créé dans Champs-Élysées, qui était sur bande dans tout son spectacle à Marigny, donc là on l'a refait en public, donc ça change tout le temps. On est avec De Souza, c'était autre chose, avec Bernard Ménez, c'était autre chose, avec Stone Chardin, c'était autre chose, avec Nathalie. Ça change tous les 15 jours, depuis 1 mois et demi, moi je suis parti depuis le 13 juillet. Des artistes qui sont sur le podium, qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire Catherine Herrand, Nathalie Hermite et... De toute façon, ce sont tous des artistes qui dans leur domaine ont beaucoup de talent. Et c'est difficile ce qu'ils font. Très dur, hein, capter l'attention de 10, 12. Là, il y avait à peu près 12 000 personnes ce soir. Il y a des jours, il y avait 22 000. À Saint-Palais, 28 000. C'est un stade entier. Alors les gens, ils vous voient comme ça là-bas. À 30 mètres, ils vous voient comme ça. Donc il faut se défendre. Heureusement qu'il y a 8 000 watts de sono, qui est la plus belle sono d'Europe. Mais tous les artistes qui viennent sur le podium sont tellement étonnés par la qualité du son et de la technique. C'est un bonheur. Demandez à Nathalie Hermite, oui, elle a jamais eu une sono pareille. Excusez-moi, il faut que je rentre manger. C'est bon. Merci beaucoup.